Bienvenue dans L'Ermite et le Gland, le podcast sans boussole, mais jamais sans réflexion. On est Simon et Laura, et ici on parle de tout, selon nos envies. Un sujet qui nous intrigue, une idée qui nous titille, un invité inspirant. On explore, on débat, et on se marre. Et pour ce troisième épisode, on vous embarque avec nous pour parler de croyances, au pluriel. Attachez vos ceintures, c'est parti. Coucou. Ça va ? Hello, ça va? Ouais, ça va. Alors Bon. il paraît que dans ce troisième épisode on parle des croyances. Ouais, c'est ça. J'avais très envie de faire cet épisode-là. Moi j'annonce direct, je vais être complètement larguée parce que c'est le sujet de prédilection de Simon. Donc en fait je vais faire l'interview de Simon pendant ce podcast. Je pense que ce sera le mieux. Que tu crois. Non, mais ouais, comme je t'ai dit en off, quoi. Il y a pas de souci. En fait, on va juste discuter de tout ça. Après, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai beaucoup tourné dans tous les sens depuis 5 ans là, parce que j'étais bien plongé dedans en fait dans les croyances avant. Pour ceux qui ont vu les petites interviews que j'ai pu donner à droite à gauche, en fait, mon parcours avec les plantes m'a clairement emmené du côté spirituel de la vie. Et qui dit spirituel dit croyance, hein, forcément. Mais en fait, ça part pas de là, mon envie de faire cet épisode-là. Ça part du fait que j'ai la sensation d'être un peu entre deux, tu vois, où je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode esprit critique à débunker les croyances en disant « Ah oui, il faut pas croire, ça sert à rien », tu vois. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont complètement dans le spirituel de manière presque aveugle, quoi. Et moi je me trouve un peu à la croisée des chemins, et à chaque fois je me sens pas à l'aise ni dans un camp ni dans l'autre. Et en fait il y a eu une petite histoire qui m'a poussé à me dire il faut vraiment que je fasse un épisode là-dessus. C'est quoi la petite histoire? Je eh bien, sais même pas si tu me l'as raconté. Non, Non, je te l'ai pas raconté. J'avais été invité pour une table ronde à l'EBH. L'EBH, c'est l'école bretonne d'herboristerie. C'est l'une des écoles de la FFEH. Je devais aller parler de notre métier de praticien en herboristerie. Et je m'étais blindé, je m'étais dit, ok, je vais y aller, puis je vais leur dire tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise en fait à cette époque-là, sur le métier, tu vois, de dire tout ce qu'il a de beau et tout ce qu'il a de plus dur, parce que c'est vraiment pas un métier facile. Et à un moment donné, je sais plus dans quel contexte, en fait, il y avait les doyennes de l'école, que par ailleurs j'apprécie beaucoup, et qui font un travail super, hein. Il y avait les doyennes de l'école qui m'écoutaient parler, et puis je leur dis que moi dans ma pratique en fait il y a vraiment ce truc de il faut faire attention à ses croyances en tant que thérapeute, parce que le fait est qu'on a tous des croyances, mais que ça peut poser certains problèmes éthiques, déontologiques, et ça peut même nuire en fait à ceux qu'on accompagne. Et moi c'est vraiment dans mon parcours quelque chose de très important pour moi. Et je sais plus si elle parlait du totem des plantes, de cette fameuse. Alors, on n'a pas encore défini. On n'a pas encore défini ce que c'est le totem de la plante. Ouais. Tu peux expliquer, tiens, ça peut être très bien. Oui, le totem de la plante, c'est quand on utilise dans une galénique la plante dans son intégralité et pas uniquement un seul principe actif en fait. Ouais. Donc après se pose la question, faut-il mieux utiliser le totem, donc toute la plante, ou simplement par exemple ses dérivés salicylés, ou ses lactones sesquiterpéniques, ou autre, enfin voilà quoi. Ouais. Bon, je te laisse continuer. Ouais. Et en fait, de ça, il y a vraiment, dans notre milieu à nous, dans l'herboristerie, il y a une très forte croyance qui est que le totem vaut mieux que la somme de toutes les parties. Parce qu'on a vu dans certaines études, alors les études sont critiquées aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas faites en double aveugle et blablabla, ça on s'en fout. Mais voilà, il y a certaines études qui avaient montré qu'on avait des effets avec une plante prise dans son totem qu'on ne retrouve pas dans la liste des composés. Bref, et en fait à un moment donné, elle parle de ça, puis je leur dis, mais justement ça par exemple, c'est une croyance. Et donc là, j'ai eu une levée de bouclier générale. Je me suis fait démonter parce que j'ai osé aller qualifier ça de croyance. En fait, il y a aujourd'hui une très forte connotation négative au mot croyance. Et moi, j'étais là, mais non, en fait, c'est ok de croire en ça. Moi, je crois en ça aussi, hein, mais c'est une croyance. C'est pas prouvé, en fait. On peut pas dire que c'est prouvé. Et en fait là en face les doyennes elles m'ont dit non une croyance c'est quand on croit en Dieu, c'est quand on croit dans une religion, là c'est pas une croyance, c'est la science. Et je leur dis en fait non, pas vraiment quoi. Et c'est là que le bas blesse en fait, c'est que
je me suis rendu compte que ce qui avait déclenché notre Rix, alors qu'on est d'accord sur la notion de totem, moi j'adore cette croyance-là, je l'utilise, j'y prends attention en fait, c'est tout, parce que je me dis oui, effectivement, c'est pas complètement prouvé, il y a des zones, il y a des angles morts, c'est en mouvement, on ne connaît pas tout, on peut pas dire que c'est vrai, on peut juste dire qu'on pense que c'est vrai. Et du coup, je me suis rendu compte que ce qui nous opposait, c'est juste qu'elle, elle pensait que j'étais en train de traiter ça de croyances farfelues, que j'étais en train, en fait, que j'étais en train de dire du mal de ce concept-là. Oui, enfin, c'est le terme même croyance qui posait problème. En fait, c'était même pas le contenu Ouais, de l'idée pour laquelle vous étiez tous d'accord finalement. bah ouais. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est un épisode sur la croyance. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vital en fait de pouvoir dire, ok, je suis pas certain de ce que j'avance. Pour moi, le doute est essentiel. Je suis rentré dans une période de ma vie où je suis sorti de la foi aveugle pour rentrer dans un doute quasi omniprésent et où je me dis, mais en fait, la véritable foi est faite de doute. Bon, on va certainement en reparler plus loin. Oui, Dans le... parce que bon, à la base, une croyance, enfin, ça reste quand même une idée à laquelle on donne suffisamment de crédit pour qu'elle influence nos choix et ça peut être des choses très très légères du quotidien. Par exemple, je n'y arriverai jamais. Et Mhm, on sort aussi de ce contenu un peu ésotérique. Et, enfin là, tout de suite, en plus, comme tu parles du mot foi que tu associé au mot croyance, c'est vrai que mhm. tout de suite, on part sur des questionnements un peu plus religieux même. Mais dans la vie au quotidien, en fait, on croit en beaucoup de choses Bah finalement. oui. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que du coup, quand tu écoutes les gens qui débunkent toutes les croyances, etc., en fait, sans s'en rendre compte, ils sont aussi dans leurs croyances, quoi. C'est des croyances qui sont basées sur, sur la science, pour beaucoup, sauf qu'en fait, ils interprètent la science, parce que la science ne dit rien, la science, elle livre de l'information, et après, nous, on les interprète. Et ces gens-là, en fait, ils font beaucoup ça, ils font beaucoup de l'interprétation de données scientifiques pour ensuite aller débunker des croyances en disant ouais, c'est pas bien, vous êtes en train de croire. Sauf qu'en fait, ils sont aussi dans la croyance de leur côté, quoi. Oui, j'allais dire, mais débunker une croyance, c'est en soi une croyance aussi. Bah oui, oui. Ouais, ouais, complètement. Il y a un podcast que je mettrai certainement en lien quand on arrivera à faire des articles sur le site. Mais il y a un podcast qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. C'est le podcast de Elisabeth Fetitz qui s'appelle Méta de choc. Alors, faut y aller armé hein, pour l'écouter parce que c'est pas évident. Parce que justement, elle s'attaque à toutes les croyances New Age et tout, mais avec un côté vraiment chirurgical, c'est-à-dire que c'est très intéressant, c'est très sourcé, c'est très précis, c'est de la très bonne qualité, par contre, ça fait aucun compromis. Et il y a des moments où justement, je la trouve vraiment campée sur des positions extrêmement dures, parce qu'elle vient de ce monde-là, en fait, elle vient du milieu New Age et des croyances, et du coup, elle démonte tout ça, quoi, à la dynamite. Et il y a des moments, je me dis, mais ça me déplaît parce que la position qu'elle prend est aussi dogmatique. Parce qu'on va parler de croyance, on va forcément parler de dogmatisme aussi, quoi. Hmm. Mais ouais, sans partir non plus dans le dogme même, en fait, une croyance, c'est simplement une posture mentale, enfin pour moi, hein, qui te permet d'avancer ou pas et de créer un petit peu de cohérence dans le chaos que peut être ta vie. Et enfin, sans partir dans des très très grandes croyances, comme je disais, se dire simplement, ben, je mérite mieux que cette relation toxique. Donc derrière, ça c'est une croyance qui va me porter et qui va essayer de me faire avancer justement dans ce qui me fait trébucher au quotidien. Et après aussi, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, des croyances qui sont hyper limitantes dans notre quotidien. Une croyance que j'ai par exemple, moi, qui me limite vraiment, Mhm. c'est de me dire je suis très bonne à l'écrit et je m'exprime très mal à l'oral. Et c'est une croyance qui... Non, non, mais du coup, enfin, en plus, là, après, quand je suis face à toi qui t'exprime très bien, c'est une croyance qui fait que, bah, naturellement, je vais aller me dévaloriser. Ou quand j'ai une intervention publique à faire aussi, bah, en fait, j'ai ça qui est ancré en moi et qui va faire derrière que ça va influencer, en fait, mon comportement par rapport à ce que je pense de moi. Enfin, si je ramène ça à des choses très quotidiennes, etc. Donc, enfin, tout ça pour dire aussi que enfin, cette thématique croyance et dogme, ça fait quelque chose. Enfin, moi, ça m'a fait très peur quand tu m'as dit on va parler de ça, on va faire une émission là-dessus.
tu vas me parler de tous tes concepts. Puis bon, comme je sais que tu étudies beaucoup de choses de psychologie, etc. Mhm. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis pas du tout armée pour discuter avec Simon à ce sujet-là. Et C'est une après, croyance. oui, non, mais justement. Et je me suis dit, mais là aussi, je suis encore dans une croyance. Et c'est cette croyance derrière qui va faire que je vais bloquer. Et après, il faut se dire aussi, est-ce que cette croyance va me faire du bien? Est-ce qu'elle va me, est-ce qu'elle va me donner de la force d'avancer? Est-ce qu'elle va me rendre plus petite, etc. Et, je pense qu'en fait, on avance de croyance en croyance au fur et à mesure de notre vie et qu'elles nous permettent d'avancer, en fait. Ouais, complètement. Et finalement, de garder aussi notre libre arbitre et notre esprit critique. Parce que si on croit à une seule chose profondément, on arrête de penser. Sauf que si on garde sa pensée, on avance dans nos croyances. Je ne sais pas si c'est très clair, ça. Non, mais je vois un peu l'idée parce que. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais faire avant de partir dans tout ça. Vas-y. La première, ça va être qu'on définisse croyance. Mhm. La définition de croyance, qu'est-ce que c'est. Et après, je voulais rebondir quand même là sur le fait que tu disais on passe d'une croyance à une autre. Et en fait, clairement, pour moi, c'est ça. Au moment où j'ai perdu mes croyances passées, je les ai pas perdues, elles se sont transformées, mais quand il y a eu une rupture sur mon modèle de croyance, à ce moment-là, je me suis retrouvé privé de sens et j'ai eu besoin de me construire un sens ailleurs. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, typiquement, j'ai plus la capacité de croire aussi aveuglément qu'avant. Euh, Parce que justement, dans ce mouvement d'aller chercher des croyances ailleurs, moi, ce que j'ai peur de faire, c'est de retomber dans le même mécanisme qu'avant, c'est-à-dire croire aveuglément dans quelque chose. Et quand je parlais d'Elisabeth Petit et de Méta de Choc, je sais pas ce qu'il en est, hein, mais mon opinion, mon avis, en l'écoutant et en consommant son contenu, c'est que justement, elle a fait une bascule, elle est passée d'un modèle de croyance à un autre. De manière dogmatique en fait. Je sais pas si c'est vraiment le cas, hein. Je veux pas incriminer qui que ce soit, je trouve très bien son contenu, mais bref. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important pour que ceux qui nous écoutent puissent plonger avec nous dans le dialogue. Euh, Deux choses, la première c'est définir la croyance. Et quand tu prends un dictionnaire, par exemple Larousse, il y a 2-3 définitions. T'en as une, c'est fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse. Donc là, on voit il y a plus ou moins trois axes. C'est la croyance en un personnage, la croyance en une chose ou un concept, et la croyance dans un discours apporté par un personnage, quoi. La croyance en Dieu, la croyance aux fantômes, etc. Il y a aussi ce qu'on croit, opinion professée en matière religieuse, philosophique, politique, respectée de toutes les croyances. Quand on regarde un peu les définitions qui sont données là, en fait, on oublie que par exemple, dans le milieu scientifique, il y a aussi la notion de faire des hypothèses et partir d'une croyance pour essayer de l'éprouver et en faire ensuite un fait, une réalité. Et ça demande du coup de passer par une phase de croyance avant d'être quelque chose de rationnel. On a besoin d'avoir une intuition en quelque chose. Et ensuite seulement on va faire un travail de structuration de la pensée, de mise à l'épreuve de notre pensée ou du fait qu'on pense être vrai. Et je me suis perdu. Je pense qu'on va refaire cette séquence-là. Non, mais en fait, non, même pas, parce que je pense qu'il faut revenir à la simplicité de ce que c'est, où c'est juste une construction mentale, en fait, qu'on adopte souvent sans s'en rendre compte, parce qu'elle va nous rassurer, cette croyance, qu'elle va donner du sens, ou qu'elle va refléter notre éducation, notre expérience, nos blessures, les espoirs, etc. Et pour moi, ça n'a pas forcément à chaque fois... si je reprends la définition du Larousse, quelque chose de philosophique, religieux, ou je sais plus ce que tu disais autrement. Ouais. Politique. Bon, après, alors moi, du coup, j'ai pas du tout écouté le podcast dont tu parles. Ouais. Donc, je n'ai pas aussi les mêmes références. Ouais. Mais je vais apporter une référence commune. On va parler d'Albert Mukaïber. Ah, oui. Ouais. Parce que alors, typiquement... Vas-y. Excuse-moi. Parle d'Albert. Typiquement, l'une des croyances, par exemple, qu'on pense être
éprouvé dans le milieu neuroscientifique, parce que donc Albert Moukaïber, c'est un neuroscientifique, un psychologue, et c'est quelqu'un de très bon dans ce domaine-là, c'est vraiment son domaine de référence, donc c'est une référence que je conseille à ceux qui nous écoutent. Et lui, il débunk pas mal de choses, et notamment, il dit, mais en fait, on se rend pas compte à quel point même la pensée qu'on pense être rationnelle, elle est émotionnelle. Et il vient aussi débunker pas mal de petites légendes comme ça, comme celle de on utilise 10% de notre cerveau. Ce qui est en fait complètement faux. Et il y a plein d'autres trucs comme ça dans ses discours. Si vous regardez un peu ses podcasts, ses livres, le livre Neuromania, il est génial pour ça. Il vient déconstruire en fait notre certitude de ce qu'est la science, de ce qui est vrai, en nous disant, en fait, en réalité, les, les choses qu'on pense être du domaine de la science sont en fait en réalité beaucoup émotionnelles et du domaine de la croyance, quoi. Voilà. C'est, un des points où je voulais en venir, c'est qu'en fait, quand on regarde dans les dictionnaires, on trouve beaucoup cette référence qu'on a tous de la croyance, c'est quelque chose d'émotionnel, de religieux, d'ésotérique, à l'opposition de la raison. Alors qu'en fait, en réalité, ce qu'on se fait comme représentation de la raison est en fait vraiment très proche de la croyance, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est un des domaines où on n'a pas encore complètement arrêté notre pensée et où on est sur des idées reçues de ce que devrait être la croyance. Si on a du mal à la définir depuis tout à l'heure, si on a seulement la définition qu'on en a aujourd'hui dans les dictionnaires, c'est à mon sens parce qu'il y a un besoin d'aller défricher ça un peu plus sérieusement et d'y penser en se disant, mais attends, est-ce que vraiment on est allé au bout de cette définition-là, quoi. Un autre exemple, du coup, que pourrait amener Albert Moukaïber pour illustrer mon propos, de dire, mais ce qui paraît être une vérité scientifique, c'est parfois en fait complètement fumeux, c'est complètement de la croyance. Les aires du cerveau, ça te parle? Non. Les différentes aires du cerveau, tu sais, Ah, il y a plus ou moins deux grands types de répartition des aires du cerveau. T'en as qui vont parler du modèle biparti, donc le cerveau gauche, le cerveau droit. Ça te parle, ça? ouais, ça me parle, ouais. Ça, c'est complètement fabulé, en fait. D'avoir un cerveau gauche qui serait artistique et un cerveau droit rationnel, c'est une croyance. C'est plus complexe que ça. Il en parle dans son livre Neuromania, Albert Moukaïber, donc beaucoup mieux que moi. Mais typiquement, tu vois, ça c'est un truc qu'on a adopté comme étant quelque chose de rationnel, de scientifique. Parce que c'est neuroscientifique, alors voilà. Et en fait, non, il faut se méfier à cet endroit-là, il y a de la croyance, quoi. Pareil, il y a une autre répartition, c'est la tripartite, avec le reptilien, le mammalien et puis le néocortex. Ça, on le retrouve beaucoup aussi et dans des textes scientifiques, notamment dans les cours de l'ELPM. À un moment donné, on va parler du système nerveux central. Et je me rappelle de mon cours où on vient nous parler du néocortex et d'à quel point en fait c'est ce néocortex qui, en gros, structure la pensée rationnelle d'aujourd'hui, quoi. Tu vois, de l'homme complètement évolué, comme si ces aires du cerveau s'étaient développées à des aires du temps différents. Alors qu'en fait, en réalité, non. Ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement du domaine de la croyance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bon à en prendre dedans, mais ça veut dire qu'il ne faut pas considérer ça comme une vérité figée et absolue. C'est typiquement ce genre de biais, en fait, moi, qui m'amène à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le discours scientifique qui relève, en fait, en réalité de la croyance, quoi. Ouais, mais pour répondre, en fait, de toute façon, la croyance, c'est pas une vérité absolue. En gros, enfin, c'est une vérité qui t'est utile et c'est un peu une vérité opérante où elle va pas te dire ce qui est, mais elle va t'aider à traverser ce qui est. Mhm. Et enfin, je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'elle peut changer avec le temps. C'est un peu comme on avait vu pour la passion. Pour moi, la croyance, c'est un peu un outil, oui, qui va t'aider à avancer. Ouais, complètement. En tout cas, voilà, si je voulais parler de ces trucs de cerveau scientifique, machin, etc., c'était pour amener cette idée de dire, ok, on va se proposer d'aller chercher à quel endroit on s'est pas méfié de nos croyances et elles se sont installées et on les a pris pour des vérités. Parce que c'est ça, moi, en fait, mon combat là-dedans, c'est de dire, mais attends, de quoi je suis sûr? Et finalement, si j'en suis sûr, est-ce que je me trompe pas? Tu vois? Est-ce que je suis pas en train de faire fausse route en croyant ça? Alors, est-ce qu'on peut croire sans se mentir?
Ah, ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai du mal à répondre à cette question-là. Moi, j'avais un peu réfléchi à ça et je m'étais dit qu'en fait, on peut croire en sachant que c'est une histoire. Et c'est précisément parce qu'on sait que c'est une histoire que du coup, bah, elle peut être utile et qu'elle peut être transformatrice, qu'elle Mhm, peut être fertile et que c'est pas se mentir, mais c'est se choisir ce qui nous porte. mhm, Donc, croire, du coup, c'est parfois plus, enfin, comme on l'a dit, hein, c'est pas une vérité absolue, donc c'est parfois plus une posture qu'une certitude. Euh, une décision comme dire je sais pas si ça va marcher, mais j'y vais quand même, quoi. ouais. Donc c'est pas être dupe en fait, c'est être humain dans les accompagnements. Moi je vois souvent que c'est pas la preuve scientifique qui va faire aller mieux le consultant, c'est la confiance, c'est la sensation qu'il y a quelque chose qui fait sens. Alors oui, on peut croire sans preuve si c'est aligné, incarné, sincère et surtout après si ça respecte la liberté de l'autre. Mais en fait, moi, ça rejoint un des points que j'avais mis dans ma préparation, là, c'est... en fait, la question, c'est pas tant croire ou ne pas croire, c'est plus comment croire, en fait. Hmm. Je pense que c'est ça qui est important avec les croyances, parce qu'en Ouais. fait, justement, donc on retombe sur les chasseurs de croyances, quoi, qui sont là, ouais, moi je vais par la raison vous prouver qu'il faut pas croire. Bah, en fait, ils sont clairement en train de rentrer dans un système de croyances qui est le leur, et ils en sont à discréditer la croyance, alors que c'est pas le problème de croire, par exemple, de croire en Dieu, parce que c'est le truc le plus facile à mettre en place. Croire en Dieu, c'est pas le problème, c'est comment on y croit. Si on y croit aveuglément au point de se mettre en danger, est-ce que c'est sain d'y croire, tu vois? Si on y croit aveuglément au point de mettre les autres en danger, effectivement, là, ça peut vraiment poser un souci. Mais du coup, le problème, c'est pas Dieu, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Le problème, c'est pas la croyance, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et puis c'est très juste, en fait, ta façon de dire, c'est un outil, quoi. Ouais, c'est C'est... un outil, c'est ça ce que j'allais dire. Quand tu dis qu'est-ce qu'on en fait, c'est ça, Mhm. c'est l'outil. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Mais du coup, bah ouais, je repars sur ta question de est-ce qu'on peut croire sans se Sans- mentir? Je suis passé par une phase où, donc, au début de mon parcours, moi, je rentre dans le monde des plantes par le côté, entre guillemets, ésotérique, avec les plantes qui me parlent, avec, etc. Avec vraiment l'idée d'un syncrétisme aussi avec le continent sud-américain, et voire nord-américain, indien, etc. Tu vois, le grand esprit, des choses comme ça. Et quand tout ça s'est écroulé, en fait, j'ai pas complètement perdu ma croyance, j'ai juste pris du recul avec. Aujourd'hui, je pourrais pas dire genre ouais le grand mystère, j'y crois, j'ai foi là-dedans, je sais ce que c'est. Au contraire, en fait, je me suis vraiment, c'est un peu les mots que je me dis aujourd'hui, c'est je me suis jamais trouvé aussi proche de Dieu que depuis le moment où j'ai accepté l'idée qu'il n'existe pas. Mais voilà, c'est la notion du grand mystère, tu vois, j'adore ce mot-là, le grand mystère. Parce que au départ, quand on dit ce truc-là, le grand mystère, tout de suite, on a une imagerie autour qui fait vraiment, tu sais, c'est le tambour, c'est la danse, c'est les chants, c'est oh là là, c'est le grand mystère, tu vois. Puis il y a une sorte d'être diffus qui veille sur nous, qui fait ci, qui fait ça. Alors qu'en fait, quand tu prends le mot tel qu'il est, le grand mystère, c'est le truc qu'on sait pas ce que c'est, tu vois. C'est c'est le grand mystère, quoi. Tu vois. C'est le truc qui n'est pas résolu. J'ai du mal aujourd'hui à me dire, ok, je crois encore, et en même temps, je peux pas faire autrement que de croire encore. Parce que je crois dans ce truc que je peux pas expliquer, tu vois. Mais de toute façon, tu peux. En fait, mais enfin, je pense profondément hein, qu'un être humain, il ne peut pas vivre sans croyance parce que sinon, tu vis en gros un petit peu sans repère et sans cadre intérieur et Oui, sans filtre pour décrypter ce que tu traverses. Et l'être humain, ah il n'est oui. pas fait pour ça, quoi, hein. Enfin, je veux dire, on croit en la justice ou au contraire, on croit qu'elle n'existe pas. On croit qu'on peut s'en sortir seul ou qu'on a besoin des Mhm. autres. On croit qu'on mérite l'amour ou qu'on ne la mérite pas. Enfin, je veux dire, je pense que Ouais. même les plus sceptiques, ils vont croire en leur scepticisme. Mhm. Et de ce côté-là, bah, c'est OK. L'enjeu, après, je pense que c'est pas de vivre sans croyance, mais c'est de vivre conscient de ses croyances
Ouais. Et de temps en temps de se demander, mais est-ce que cette croyance-là, elle m'aide à avancer ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, j'ai un boulet au pied et puis je- Oui, c'est ça, et puis j'avance pas. Mhm. Toujours par rapport à moi-même. Et après, bon, après, il y a aussi l'impact vis-à-vis des autres, comme tu disais tout à l'heure, où ma croyance peut faire du mal. Mais après, est-ce que j'ai conscience du mal que ma croyance fait aux autres? Oui. Il y a ça aussi. Mais ouais, ça c'est un point C'est... hyper important aussi, Ouais. parce que tu vois, bon, on fait partie des naturopathes et des herboristes, et on va pas se mentir, il y a une vraie chasse aux sorcières. Et en fait, bon, clairement, il y a des brebis de nos troupeaux qui sont en errance et c'est pas cool. Bon, mais en fait, des brebis déguisées en loup, il y en a pas tant que ça en vrai, quoi. Et en fait, il y a vraiment une chasse sur la potentielle dangerosité de nos pratiques. Euh, En fait, c'est sain dans un sens de se dire, ok, on va se questionner à quel point ça peut être dangereux nos pratiques, à quel point on peut emmener les gens dans des croyances qui pourraient les éloigner de, je sais pas moi, du soin, du bien-être, à quel point ça pourrait leur nuire même financièrement, parce que c'est le gros des arguments qui sont portés contre nous. À quel point on abuse de leur crédulité, ça c'est aussi un des gros arguments qui est avancé. Et en fait, moi c'est ça qui me gêne, c'est la notion d'abus de crédulité. En fait, la plupart d'entre nous du milieu herboriste et naturopathe, on a tous de très bonnes intentions derrière ça. Alors oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais bref, on a tous de très bonnes intentions et on croit profondément en ce qu'on amène. Et on n'est pas dans cette dynamique d'aller profiter de l'autre, tu vois, pour nos propres fins. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah oui, c'est des gens qui sont souvent en errance médicale qui vont voir les naturopathes. Et c'est ça qui est problématique, c'est que ces gens-là, du coup, bah, en fait, on abuse de leur faiblesse. Sauf que s'ils sont en errance médicale, c'est parce que du côté du corps médical, ils sont pas, ils ne trouvent pas non plus d'interlocuteurs. Et il n'y a pas la sécurité sociale de notre côté à nous pour faire en sorte qu'eux, ils n'aient pas à payer le fait de venir nous voir. Et nous, en fait, on charge un prix qui paraît mirobolant parce que les gens avancent ça comme argument aussi. C'est, ah bah oui, une séance à 70 € plusieurs fois pour faire un suivi, c'est énorme. Ouais, mais en réalité, combien d'entre nous sommes assez riches pour pouvoir en vivre? Bah, pas tant que ça. Donc, est-ce qu'on est vraiment des charlatans au sens bah, on sait sciemment qu'on est en train de profiter de l'autre, ou est-ce qu'au contraire, en fait, on a vraiment, on est vraiment de bonne foi et on accompagne vraiment les gens du mieux possible, quoi. En fait, ça pose la question de savoir, mais comment on peut euh, faire en sorte d'aller se questionner sur notre façon d'accompagner. Mais ouais, mais en fait, tu peux pas parce que ton référentiel, c'est toi-même dans ta croyance, là. Enfin, dans toutes tes croyances. C'est Bah, ça aussi la problématique. bah, pas que. Quand je- Dans le sens où, typiquement, moi en fait, là-dedans, encore une fois, je suis à la croisée des chemins. C'est-à-dire que j'écoute tous ces trucs-là. Je suis un gars sur YouTube qui s'appelle G 1000 grammes. Pareil, c'est très très cartésien. Tu vois, il défonce tout ce qui est euh, alternatif, entre guillemets. Et souvent, c'est effectivement sacrément gros. Sauf que il y en a quelques-uns de quelques-unes de ces enquêtes qui portent sur des gens qui clairement sont de mauvaise foi. Mais il y en a aussi beaucoup de ces enquêtes où en fait les gens croient juste dans leur truc. Tu vois, ils sont là à parler par exemple de quantique. C'est un des domaines où il y a vraiment énormément de dérives. Sauf qu'en fait, la plupart des gens qui sont dans ces dérives-là, en fait, ils y croient dur comme fer. Ils n'ont pas le recul. Ils sont pas en train de, de consciemment abuser leurs interlocuteurs. Hmm. Là où je dis t'es pas ton seul référent, c'est que bah, typiquement quand j'écoute ce mec-là, moi je me mets en question. Je me dis mais attends, à quel moment j'ai pas justement cet angle mort qui me fait croire que bah, quand je travaille avec, quand je faisais des soins énergétiques, j'en fais encore. euh, Tu vois, son discours là-dessus, c'est l'énergétique, c'est bullshit, c'est Oui, bullshit. oui, oui, mais après, il y a le... Moi, ce que je voulais dire, c'est que si toi, tu crois que tu fais le bien, comment vas-tu penser que par ta croyance, à côté, tu vas faire le mal, tu vois? Parce que je pense que, enfin, malgré toutes les dérives qu'il y a, je Ben, pense que en dans notre écoutant, milieu ou ailleurs, les gens ne vont pas... Les gens ne font pas le mal sciemment, tu vois, un oui, petit peu. C'est ça que... ouais, ouais. Ben justement, c'est là que j'ai envie de dire, mais en fait, pour vraiment casser le plafond de verre, il faut accepter d'aller écouter ces mecs-là qui disent mais en fait vous faites de la merde. Et de leur dire, bah alors non, pas vraiment, parce qu'en fait on essaye de faire de notre mieux, mais alors allons-y, parlons du problème en fait. Quel est le problème? Ah, on nuit aux gens? D'accord. Alors comment est-ce qu'on pourrait nuire aux gens? Ah, parce que
en fait, on leur propose des soins complémentaires. Ah ouais, d'accord, je vois pourquoi, parce que potentiellement, il y a un des gros arguments qui est avancé aussi, c'est que en donnant ces soins complémentaires, études à l'appui, visiblement, certaines personnes auraient du coup un peu plus de laxisme sur la prise de leur médication euh, conventionnelle. Moi, cet argument, je l'entends, et en fait, tout ce que j'ai envie de lui répondre, c'est pas de ma faute en fait. Voilà, moi je propose un complément. Je peux par contre aller dire, ok, je porte foi à cet argument-là, et dire à la personne qui vient me voir, bon, je vais vous proposer un complément, mais surtout, soyez très attentif à votre suivi médical, avec le médecin, avec les traitements conventionnels. Parce qu'il y a ça, il y a cette information-là qui est remontée de, de, de ceux qui, en fait, se trouvent être mes détracteurs, entre guillemets, qui fait état du laxisme qu'ont les gens quand ils prennent une complémentation vis-à-vis de leur traitement premier, quoi. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement sain, parce qu'on n'empêche pas les gens d'avoir accès à un soin complémentaire qui, plus est, la plupart du temps, est considéré par les détracteurs comme quelque chose qui n'a aucun impact, qui est juste placebo. Dans ce cas-là, pourquoi pas le proposer quand même. Et en même temps, moi, je me remets aussi en question sur la dangerosité de mon activité, parce que je suis allé écouter mes détracteurs, quoi, tu vois. Et c'est un peu ce clivage-là que je voulais dénoncer. Et dire, justement, sortons de notre référence centrale à nous-mêmes et écoutons vraiment l'ensemble, en acceptant d'écouter ce qui nous plaît pas, quoi. Ouais, ouais. Après, là, c'est vrai que tu as pris un cas un peu extrême. Bon, parce qu'on y est confronté aussi, nous, tous les jours, dans Mhm. notre milieu. Mais c'est vrai qu'il y a des croyances un peu plus légères. Enfin, par exemple, dans dans les ménages, ce que ça va être. Bon, après, ça, c'est créé par les images de la société, mais qu'est-ce que ça peut être un couple heureux, par exemple, etc. Mais après, c'est, oui, quelle image, nous, on va se coller au front. Mais alors, du coup, moi, la même question qui me vient, même si tu nous as déjà un petit peu parlé de tout ce que tu as pu croire et décroire, c'est ce que tu as déjà cru vraiment un truc que tu as dû abandonner pour te libérer là dans ton parcours pendant ces 5 années. Voilà, moi je commence à travailler avec les plantes, je fais vraiment partie de ceux qui sont taxés de charlatans et très certainement à juste titre entre guillemets. J'étais pas dans l'intention de nuire, mais voilà, j'étais dans le milieu de New Age clairement. D'ailleurs, au passage, beaucoup de gens de ce milieu-là vont dire ah mais non mais moi c'est pas New Age ce que je fais, les autres c'est New Age ce qu'ils font. Ça, allez écouter Méta de Choc pour savoir ce que c'est le New Age, et puis finalement, en fait, on est tous bien dedans, quoi. Bref, et donc moi j'étais très dans les croyances New Age, tu vois, donc j'avais par exemple la loi de l'abondance, euh, la loi de l'attraction, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre plein de petites choses, tu vois, le transgénérationnel, alors j'y crois toujours d'une certaine manière, mais je l'ai entre guillemets dépollué, tu vois. Euh, le fait de porter les mémoires de nos ancêtres et tout, etc. Il y a un très bon épisode de Méta de Choc sur le transgénérationnel. Mais c'est intéressant parce que en fait, c'est souvent des choses qui sont récupérées, simplifiées, tordues, inconsciemment, et qui en fait contiennent à l'intérieur des informations qui restent intéressantes à exploiter, à utiliser, qui sont à double tranchant. Il faut juste savoir comment les utiliser pour ne pas euh, rentrer dans un système qui pourrait justement être un système de perdition pour toi ou pour l'autre, quoi. Donc voilà, la loi de l'abondance, tous ces trucs-là. J'ai arrêté d'y croire tel que j'y croyais à l'époque, mais j'ai toujours une forme d'obédience en fait à ces trucs-là, tu vois, dans le sens, on en avait parlé, je crois, ensemble de la loi de l'abondance, tu vois. Et force est de constater qu'en fait, quand tu te mets dans les conditions de voir la vie depuis le prisme de ce que tu voudrais attirer, de ce qui te plaît, de ce qui est bon, du côté positif, bah ouais, tu te crées quand même beaucoup plus un mindset, un état d'esprit propice à rebondir, quoi. Tu vois, Hmm. faut juste pas tomber dans l'extrême, quoi. Moi, pour rebondir dessus, tu vois, un peu dans un autre style, mais la plus grosse croyance, je crois que j'ai dû abandonner, c'est celle de penser qu'il fallait que je fasse plaisir à tout le monde pour être aimé, tu vois. Ouais, Qui sont des choses ouais. très, très basiques, mais en fait qui nous. Alors, je ne dirais pas qui nous polluent un petit peu au quotidien, Ouais. mais que c'est des choses que tu trimbales pendant des années, toutes ces idées. Et du coup, moi, c'était un petit peu que si je disais non et
que si je m'étais dit limite, alors on allait me rejeter, me juger, ou pire, qu'on allait me quitter parce que j'allais presque refuser d'être moi-même pour faire plaisir à la personne avec qui j'étais, quoi. Donc après, tu dis oui à tout, tu t'épuises, tu te perds, et puis un jour, ça craque. Et après, tu comprends, enfin que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale ou autre, hein, et après tu comprends que tu peux poser tes limites sans être une mauvaise personne et que voilà, et qu'après tu détricotes un petit peu cette croyance parce que le respect ça commence par soi, Mhm. etc. Et que si tu t'oublies, bah, tu peux pas exister. Voilà, c'était pour mettre un autre cadre de référence dans ce enfin voilà de croyances qui sont enfin qui peuvent pas qui peuvent on peut penser que ce n'est pas une croyance là ce dont Ouais, je parlais ouais. ou se dire ou un gamin qui se dit mais je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver, Ouais. et effectivement derrière c'est possible qu'il n'y arrive jamais parce qu'il Bah a oui, cette oui. croyance. Oui, oui, clairement. Mais c'est intéressant, ça, c'est l'impact de l'éducation sur notre Mhm. construction interne, psychologique, en fait, hein. Moi, je dis toujours que pour moi, aujourd'hui, en fait, spirituel, psychologique, c'est deux mots qui désignent le même espace à l'intérieur de soi, quoi. Mais bref, en tout cas, enfin, c'est très intéressant, les croyances qu'on a intérieurement sur nous-mêmes, héritées de notre éducation, de notre environnement. Ça, c'est aussi, ouais, c'est aussi du domaine de la croyance. C'est même souvent des croyances invisibles qu'il va falloir mettre du temps à faire sortir, à identifier, et ensuite à se désidentifier de la croyance. Donc, ton fameux Et, c'est- je suis pas assez bien, il faut absolument que je sois comme ce qu'on attend de moi. C'est clairement ça, ouais. et c'est- et alors alors là c'est une question comme ça que je me dis mais comment on Mm. fait pour décroire quand on ne peut pas effacer la croyance? Enfin, comment on fait pour Bah ouais, apprendre à vivre sans qu'elle nous dirige, quoi? ouais, C'est un ouais. peu ça. Bah c'est complexe. Moi, dans ma compréhension, encore une fois, je vais me reposer un petit cadre. Je suis pas psychologue, je m'intéresse beaucoup à ça. Je suis pas médecin, machin, tout ça, blablabla. Mais dans mon petit cheminement, en fait, je me suis dit qu'il y avait des croyances qui étaient structurelles. La fameuse croyance de je suis pas assez bien, elle force celui qui y adhère à être attentif aux autres. Et donc on est dans un altruisme presque qui est exacerbé, euh, parfois à son détriment. Et donc, quand on s'en rend compte, quand on finit par, avec les chemins de vie de chacun, rentrer dans des relations qui nous sont toxiques, parce que justement on prend cette position-là, euh, pas que, hein, attention, je veux pas. Encore une fois, là, c'est pareil dans la fameuse loi d'attraction, tu vois, il y a ce truc de. Bah, tu vibres ça, tu t'attires ça, donc si Mm. jamais tu vis une relation toxique, c'est parce que tu as appelé à la relation toxique. Non, non, calmez-vous, l'hyper-responsabilité. Hein, voilà. On n'est pas responsable de tout, quoi, mais bref. Par contre, quand tu vas vivre ces trucs-là, tu as des opportunités pour aller te regarder. Et c'est là que, à mon sens, en fait, quelqu'un qui est bien formé et avec les bons outils, on peut aller travailler sur ces croyances-là et voir aussi d'où elles partent. Et dans ta croyance de je suis pas assez bien et je dois être attentif aux autres, il y a aussi je suis capable d'écouter les autres et de percevoir leurs besoins. Parce que je me suis entraîné à ça. Et c'est ta force. Et donc, du coup, ça peut être un bon point. Je ne sais pas exactement si c'est le cas, mais je crois que la TCC fonctionne comme ça. C'est que elle prend cette croyance initiale qui est je suis pas assez bien, et elle te dit regarde ce que ça t'a permis de faire. Maintenant, enlève ce pas assez bien, regarde ce que ça t'a permis de faire, et ce que ça t'a permis de faire, c'est ça qu'il faut que tu mettes à la place de ta croyance. C'est je suis quelqu'un d'attentif aux autres, d'altruiste. Je suis capable de ça, je suis capable d'écouter les autres. Et après, tout un travail psychologique peut se faire, donc avec un psychologue de préférence, ou un psychopraticien. Mais ça, on en reparlera. En tout cas, voilà, un travail sérieux peut se faire et te permettre en fait de transformer ta faiblesse, donc cette croyance euh, euh, qui est toxique, en fait une réelle force, quoi. C'est la voie des poisons. Ouais, c'est ça. Belladone ou Ouais. Jusquiam? Ouais. Mais c'est intéressant, bah, c'est aussi un truc, tu vois, ça c'est un truc que j'ai théorisé dans ma tête de fou, quoi. C'est
comme le principe de l'homéopathie qui est battu en brèche et décrié. Mais en fait, il y a quand même philosophiquement quelque chose de très intéressant. C'est cette idée de... Bah ouais, effectivement, un enfant qui a été élevé dans un contexte où il a toujours été rabaissé, il va toujours se dire je dois être meilleur, je dois être meilleur, je dois être meilleur, je dois être meilleur, et il va apprendre à être meilleur en fait. Il va avoir cette force-là parce qu'il a été confronté à des doses de poison conséquentes et en fait il va avoir extrait aussi de la médecine de ces poisons-là. Donc après il faut Mais dépolluer. est-ce que le poison ne devient pas mortel à un moment aussi? Si, bah clairement, C'est ça. clairement. C'est pour ça aussi qu'il y a vraiment tout un enjeu quoi. Désolé mon amour, c'est pas le moment. Je viens de voir plus tard. D'accord? Je travaille là. Ok? Oh, Tu veux un bisou? chouchou. Allez, viens me faire un bisou. Donc, alors, il vient de se passer un truc, c'est qu'il y a mon fils qui est rentré dans la yourte et qui est venu nous rejoindre. Et puis, je lui ai dit au départ, non, non, c'est pas le moment, papa il travaille. Et je vois dans son regard quand il part qu'en fait ça le blesse. Et là, ça peut être un terrain propice pour la création d'une croyance. De, bah en fait, papa il veut pas de moi, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est... Alors, en tant que parent, d'être attentif à tout ça. De toute façon, on ne pourra jamais échapper au fait que nos enfants vont construire des croyances. Donc nous, on a construit des croyances aussi. Mais c'est peut-être les déconstruire à ce moment-là en disant, bah ok, je vais faire aussi un geste pour aller vers l'autre, quoi, à ce moment-là, pour pas que la croyance prenne racine à cet endroit-là. Du coup, ça me ramène à ce qu'on disait juste avant, c'était, mais est-ce que ça peut pas être toxique à un certain moment? Ça peut pas devenir même mortel? Si, quand il y a vraiment une maltraitance extrême, en fait. C'est là que la croyance peut vraiment devenir terrible. Et je pense que c'est à ça qu'on doit être attentif quand on est dans un système de croyance quel qu'il soit. C'est à quel point ça impacte le réel autour de nous et à quel point ça le fait fleurir ou faner. Voilà. Et moi, c'est ça que je recherche, c'est comment faire fleurir le plus de choses autour de moi et comment laisser faner ce qui est nécessaire, mais pas tuer absolument tout et au contraire ne faire fleurir que des détritus, quoi. Voilà. Magnifique image. Parce que, en fait, il y a aussi un des points qui m'a fait me dire qu'il fallait qu'on fasse cet épisode des croyances. C'est qu'en off, une fois, on avait discuté ensemble, et puis t'avais dit un truc qu'on retrouve beaucoup partout, qui est chacun a sa vérité. Et ça aussi, c'est une croyance. Vas-y, développe. Non, parce qu'en plus, moi, j'en suis profondément convaincu qu'on a chacun nos propres filtres et chacun nos propres vérités, notre propre réalité. Si je prends juste l'exemple de... Si on regarde toi et moi la même statue et que tu es d'un côté de la statue et moi de l'autre, et ben en fait on a chacun notre vérité, quoi. Ouais. Donc vas-y, démonte-moi ça. Mais alors, je vais pas démonter ça parce que ça, moi aussi j'y adhère en fait. Mais c'est la façon dont c'est présenté qui peut poser problème. Et c'est là qu'on va aussi toucher à cette notion de comment croire. Tu vois, comment articuler notre préhension de ce concept, de la vérité. Il y a un des courants de la psychologie que j'adore, qui reprend un peu l'image que tu viens de faire avec la statue. C'est l'image de l'éléphant, et c'est donc dans le courant de la systémique, de la pensée systémique. Pour ceux que ça intéresse, allez regarder un peu tout ce qui se dit autour de ça, particulièrement... Les travaux de Julien Bess. Julien, si tu nous entends. Voilà, c'est mon psy. Bon, bref. En tout cas, j'adore ce courant-là, parce qu'il pense le monde de manière systémique, comme des systèmes, en fait. Et il dit, mais justement, la vérité, c'est un éléphant. Et on va le présenter à 5 personnes, un sourd, un muet, un aveugle, un blablabla. Non, à 5 aveugles, en fait, en réalité. 5 aveugles, donc ils ne le voient pas. Ils vont le toucher. Et en fait, il y en a un qui va toucher la trompe, et il va dire, mais l'éléphant, c'est quelque chose de long et de tendre. Il y en a un autre qui va toucher la queue. Non, il est long, mais il est fin, et en plus de ça, il est poilu. Et l'autre va toucher la patte. Ah non, il est épais, et il est rugueux. Et t'en as un autre qui va toucher l'oreille, qui va dire non, il est en forme de toile, tu vois. En fait, tout ça, c'est l'éléphant. Et moi, j'avais envie d'aller plus loin dans cette analogie-là, en disant, mais t'as aussi l'observateur de cette scène-là, qui lui a la vue, et qui dit, mais non, en fait, l'éléphant, c'est ce truc gris énorme que vous êtes en train de tous toucher. Sauf qu'il le dit, et donc tout le monde est là à se faire une représentation d'un truc énorme et gris, sans jamais avoir la même représentation de l'éléphant. Et d'ailleurs, même entre nous, on va dire, tiens, je vois un éléphant, on va voir le même éléphant.
mais on va tous effectivement le saisir de manière différente. La vérité, c'est l'éléphant sans observation. C'est ça la vérité, c'est ça entre guillemets la réalité. À partir du moment où il y a un observateur, on ne peut plus parler de vérité. Mais nous, par déformation, on va avoir besoin de poser ce terme de vérité. Donc c'est de là qu'en fait on a dévié sur ce truc de chacun a sa vérité. Non, il y a un éléphant. Oui, non, mais c'était chacun à son filtre Ouais. d'appréhension de la réalité et de la vérité qu'est l'éléphant, en fait. Ouais. C'est ça, et tu as ton filtre qui est créé par ton éducation, ton environnement, tes émotions, etc. Mhm. Et du coup, par tes croyances aussi, Oui, justement. finalement. Et vas-y. donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu vas commencer à parler de ce concept-là de la vérité, tu vas le transformer en croyance. En fait, à partir du moment où on nomme une vérité, elle devient une croyance. Parce qu'on l'a parlé, parce qu'on l'a filtré. Mais alors, est-ce que tout n'est pas croyance, finalement? Alors, c'est tout le truc un peu difficile de ce propos-là, c'est que non, il y a des choses qui ne sont pas croyances. C'est juste que nous, à partir du moment où on va en parler, on ne pourra pas transmettre la vérité. C'est-à-dire, Donc on transmet forcément une croyance. Ouais, l'éléphant, c'est l'éléphant. Ça, c'est la vérité, entre guillemets, tu vois. L'éléphant, sans relativisme, sans relation, l'éléphant, c'est l'éléphant. Point. Mais à partir du moment où tu vas le faire rentrer en relation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas en parler, où tu vas l'observer, où tu vas le toucher, essayer de le comprendre, essayer d'en parler à ton voisin, ça va déformer cette image de la réalité, de la vérité, de facto. Pour reprendre nos exemples scientifiques, les études qu'on fait aujourd'hui, ok, elles sont en double aveugle et tout, etc. Sauf que c'est des humains qui font ces études-là, qu'il y a des biais, qu'on essaye de les réduire, mais qu'il y en a qui nous échappent, qu'en plus de ça, on a une donnée du monde qui est limitée, parce qu'on ne saisit pas le monde dans son entièreté, c'est comme ça. On ne connaît même pas tous les principes actifs, on les trie, on les classe, mais on ne sait même pas exactement... Quelqu'un qui est vraiment très au point sur la biochimie pourra certainement en parler mieux que moi, et dire, mais en fait, à quel point on ne connaît pas la chimie, la biochimie, la physique, on connaît énormément de choses, mais en fait, plus on en connaît, et plus il y a à en connaître. Et donc, plus on va en observer, plus on va changer notre représentation de ce qu'était la vérité à l'époque, quoi. Pour simplifier, disons par exemple, la Terre est ronde. Ça, c'est la croyance qu'on a eue jusqu'à maintenant, qui est encore très présente. Elle n'est pas plate, hein, je vous rassure tout de suite. Ça, c'était la croyance qui était encore avant, mais ils n'avaient pas les données pour pouvoir dire la Terre est ronde. Quand on a amené cette notion de la Terre est ronde, on a mis des preuves, on a mis tout un travail scientifique pour dire oui, la Terre est ronde. Sauf que quand on a eu le télescope Hubble, ou je ne sais plus comment on a pu se rendre compte de ça, non, la Terre n'est pas exactement ronde, elle est en ellipse. Il y a une petite nuance, mais ça change tout. Et en fait, on a pu transformer cette croyance de la Terre est ronde, qui au demeurant est une croyance bénigne, hein. C'est pas grave qu'on dise que la Terre est ronde, parce que c'est ce qui est plus proche de la vérité. Sauf que c'est encore une croyance, quoi. Et aujourd'hui, on dit c'est une ellipse. Mais tu vois, là, quand je t'écoute, je me dis, mais dans ce cas-là, si tout est croyance et finalement si tout est biais, on ne peut pas vivre sans croyance. Et en fait, on nage en permanence au milieu de nos croyances, mais il faut juste que ces croyances ne soient pas figées et qu'elles soient malléables pour qu'on puisse... tu me fais réfléchir. Hein. Ça, c'est mon ermite, ça. Ça, c'est mon ermite. À 18h55, la punaise. Mais c'est ça que je veux vraiment avancer comme propos, quoi. C'est oui, la croyance, c'est en perpétuel mouvement, quoi. Et ça rejoint du coup la méthodologie scientifique qui est, mais pour l'instant c'est vrai, et on va tout faire pour voir si c'est vrai, jusqu'à ce que ça ne soit plus vrai, en fait. Et pour moi, c'est ça qu'on doit adopter dans tous les domaines. Oui, j'allais dire, mais ça s'applique à tout, en fait, finalement. Ouais, complètement. Et tout, après, voilà, on rentre dans des trucs où, typiquement, va me prouver que Dieu n'existe pas. Non, tu peux me prouver... Jusqu'à preuve du contraire, il existe. Ouais, et puis surtout, il y a un truc hyper intéressant, c'est pareil, Albert Moukaïber qui en parle très bien. Je crois qu'il le fait dans son intervention sur Méta de Choc, parce qu'il est allé sur Méta de Choc. Et il parle de ce truc où tu peux rajouter des couches à ton explication
on va venir l'éprouver et te dire bah non, t'as tort, c'est pas ça. Bah, en fait, tu peux continuer à dire bah, j'en parlerai beaucoup moins bien que lui, il faudrait que je retrouve l'extrait, hein. Alors, petit ajout au montage, je vous ai du coup retrouvé le passage dont je parle juste avant. Donc du coup, je vous invite à écouter l'épisode Émotion et rationalité, donc la première partie de cet épisode-là, sur le podcast Méta de choc, disponible par exemple sur Spotify. Dans l'épisode en question, Albert Moukaïber fait référence à un texte de Carl Sagan qui s'appelle Le dragon dans mon garage, qui illustre le fait qu'une affirmation qui ne peut être prouvée ni réfutée ne peut donc pas être falsifiable, mais ne peut pas non plus être tenue pour vraie. Et donc c'est en fait finalement une croyance au sens le plus pur du terme. Dans le texte en question, Sagan imagine un dragon insensible à toute tentative de vérification. Donc par exemple, si on lui dit non, tu n'as pas de dragon dans ton garage parce qu'on ne peut pas le voir, il ajoute une circonstance, oui, mais c'est parce que mon dragon est invisible. Euh, Forcément derrière on va lui dire bon, d'accord, mais s'il est invisible, quoi qu'il arrive, je me déplace moi dans ton garage et bah, je le sens pas, je le percute pas. Oui, bah c'est normal, c'est parce que il est intouchable. Bon, OK, mais s'il est intouchable, pour autant, quand il crache le feu, bah, je sens pas la chaleur de sa flamme. Bah oui, c'est normal aussi, c'est parce que quand il crache une flamme, elle est à température ambiante, et cetera, et cetera, et cetera. Du coup, en fait, ce texte, derrière, l'idée est assez simple, c'est, si une affirmation ne peut être testée ni réfutée, elle ne peut pas servir à établir une vérité scientifique. A fortiori s'il y a des ajouts de circonstances au fur et à mesure, de la tentative de falsification. Après, mon positionnement vis-à-vis de ça, c'est que cela ne rend pas forcément inutile la croyance. Elle peut toujours avoir un rôle symbolique, poétique ou métaphorique pour expliquer le monde, à condition de garder en tête qu'il s'agit d'une croyance et pas d'un savoir. Et du coup, on pourrait parler par exemple du rôle des monstres dans les placards ou sous les lits, qui permettent aux enfants de nommer leurs angoisses, du noir et de la solitude. Mais on va pas le faire, parce que c'est une capsule dans le podcast et c'est pas un podcast dans le podcast. Allez, je vous relaisse à l'écoute. Mais en tout cas, voilà, ça amène ce truc du relativisme extrême, tu vois, ce truc de bah, tout est Mm. relatif, tout est croyance. Faut pas non plus tomber dans ce biais-là. Moi, je pense vraiment que effectivement, tout est croyance. Par contre, on a besoin de structurer le réel et on a besoin d'avoir des certitudes. On a besoin de dire que certaines choses sont vraies. C'est juste qu'il faut accepter l'idée de se dire, pour l'instant, elles sont vraies. Et c'est là que je m'attaque en fait à ceux qui, au contraire, s'attaquent aux gens qui croient, tu vois, qui sont là, non, non, ça c'est faux. Alors pour moi, c'est important de dire, mais oui, d'accord, peut-être que ce que cette personne-là pense est une croyance et c'est faux. Par contre, toi, ce que tu es en train de dire, c'est pas, c'est pas juste vrai en fait. C'est, pour l'instant, plus Mhm. plausible que ce que raconte cette personne-là. Mais ça veut pas dire que ça doit rester vrai en fait. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir dans le monde une remise en question de nos croyances dans la science, euh, telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, ce qui d'ailleurs serait quand même une bonne chose, parce que en fond, quand tu écoutes Albert Moukaïber, il y a beaucoup ça aussi hein, dans son discours, euh, qui est de dire, mais en fait, prenons du recul aussi avec ce qu'on croit de la science, quoi. Mais alors, dans ce cas-là, si tout n'est que croyance et si toutes les vérités acquises ne le sont pas, ça veut dire que tout ce qu'on a pu apprendre au niveau de la science, de la physique quantique, etc., tout est remis en question actuellement. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, donc tu vas nous développer ça, s'il te plaît. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, donc c'est la notion de paradigme. Dans un ensemble de vérités, ça crée un écosystème dans lequel on évolue, ce qu'on appelle un paradigme. C'est l'ensemble de ce qu'on a conçu comme étant vrai. En gros, jusqu'à avant Einstein, le paradigme principal, c'est le temps est universel, donc il s'écoule de la même façon partout. L'espace est fixe, donc c'est en gros il y a on a un espace entre dans lequel on évolue, dans lequel on bouge, et l'espace en lui-même n'est pas quelque chose qui peut être mobile. Et il y a la notion de on a une masse, donc un poids, une vitesse, donc le déplacement de cette masse dans l'espace, et on a une trajectoire. Donc, quand tu marches dans l'espace, tu vas bouger ton poids d'un point à un autre. C'est vraiment l'idée de la physique newtonienne, que je ne maîtrise pas complètement. Ce que je vous retransmets là, c'est vraiment ce que j'en comprends vaguement.
Mais c'est ça en fait le cadre, le paradigme dans lequel on a évolué jusqu'à ce qu'Einstein vienne en parlant de la relativité, euh, de la loi de la relativité. Et du coup, notamment, tu vois, la grosse avancée là-dedans, c'est qu'il vient contredire la perception qu'on a du temps, qui est censée être universelle pour tout le monde, c'est-à-dire que pour tout le monde, le temps s'écoule à la même vitesse. Bah, lui, il dit non, en fait, le temps, il peut ralentir ou s'allonger en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace. Il y a des expériences de pensée qui peuvent se faire avec l'idée de l'avion qui fait le tour du monde en sens inverse. Potentiellement, s'il le fait très 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 longtemps, il va y avoir un décalage entre ceux qui seront restés sur Terre et qui auront tourné dans un sens et les personnes qui sont restées dans l'avion et qui sont allées dans l'autre sens. Il y a des Mais tu expériences sais que tout beaucoup ça, ça plus... donne du crédit à tout ce qui est quantique et les différents plans quantiques, hein. Bah justement, mais en fait c'est ça, après Einstein, après la relativité restreinte, il y a eu le quantique, quoi. Le quantique, je ne maîtrise pas du tout. Et en fait, il y a énormément de choses floues autour de ces notions-là. Mais c'est aussi un nouveau paradigme qui se met en place et qui vient casser cette relativité restreinte. Moi, ce qui m'intéresse en fait là-dedans, c'est de dire, ok, il y a des paradigmes qui, en plus de ça, peuvent être tenus pour vrai dans certains plans. C'est-à-dire que, par exemple, dans la vie de tous les jours, le temps, il est pas relatif. Bien sûr qu'on a l'impression que 5 minutes passent plus vite en fonction de ce qu'on fait et en fonction de avec qui on est. Mais en fait, le temps, il passe, on peut le calculer avec une montre, quoi. Mais sur le plan macro, c'est-à-dire l'univers, non, le temps n'est pas exactement calculé de cette manière-là. Parce que bah, ça, c'est dans notre réalité du plan de la vie de tous les jours. Et dans le plan micro, donc sur le plan quantique, du coup, c'est là que les avancées se font aujourd'hui, et ben, il y a encore une autre visualisation de ça, en fait. Il y a d'autres règles de physique qui s'appliquent et qui font qu'il y a un autre paradigme possible. Et la somme de ces trois paradigmes-là nous donne notre paradigme actuel. Pour quelqu'un qui comprendrait extrêmement bien ces trois visions du monde, marier les trois, ça lui offre une autre représentation du monde qui n'est pas la même que celle que j'ai moi ou que tu as toi. Et ça peut amener plus tard à des compréhensions culturelles qui vont installer un nouveau paradigme, quoi. Des Et nouvelles c- valeurs de vérité, quoi. Oui, mais du coup, ça voudrait dire un nouveau système de croyance dont certaines personnes ne seraient pas en référence avec ce système. Oui, Oui. Non, mais du coup, on est sur un processus qui est totalement infini et permanent et impermanent. On crée des croyances et on les défait et on les crée et on les défait et en fait, on est au milieu de ce tourbillon et, oui. Et, et et on en essaye fait, de s'en sortir. ouais, et en fait, justement, c'est ça pour moi la pensée scientifique, c'est accepter cet espace-là, cette idée-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, typiquement, de tous ceux qui font de la zététique et qui vont te dire, bah non, en fait, aujourd'hui, la science, elle dit ça, c'est comme ça, c'est figé. Et en fait, j'ai envie de dire, même si on fait des études en double aveugle qui prouvent des choses absolument folles, tant mieux, tenons ça pour vrai, mais acceptons l'idée qu'on puisse bouger les lignes, quoi. Tu vois qu'on s'arrête pas à juste ça, en fait. De, pour ramener à un peu plus concret, c'est typiquement, il y a plein de gens qui tirent à boulet rouge sur l'homéopathie. Personnellement, moi, je suis pas forcément très fan d'homéopathie, hein, c'est pas, j'y crois pas. Moi, vraiment, la mémoire de l'eau, tout ça, etc., avec tout ce qui a été dit contre, bah, j'ai envie de pas y croire. Mais j'ai pas envie de dire aux gens qui ont envie d'y croire, bah en fait, c'est de la merde, tu vois. Parce que, Surtout si tu peux avoir un effet placebo grâce à la croyance. bah oui, notamment, et en plus de ça, mais alors, apparemment, l'effet placebo, tu peux l'avoir même si tu informes les gens que c'est placebo. Donc bon, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est surtout, en fait, pourquoi être euh, aussi virulent dans son positionnement en disant mais non, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. C'est une croyance. On a évolué. La nouvelle position globale de tout le monde, c'est de dire qu'effectivement, dans les tubes d'homéopathie, il y a surtout du sucre et dans les gouttes, bah, surtout de l'alcool et de l'eau. D'accord. Mais peut-être, on sait pas, qu'en fait, il y a un truc qui nous dépasse et que plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, non, en fait, dans cette fiole d'homéopathie, il y a vraiment un truc qui est là, quoi. Même si c'est infinitésimal et que c'est surdilué, qu'il y a quasiment plus que de l'eau,
Ça se trouve, il se passe un truc sur un autre plan qu'on n'a pas encore vraiment étudié, auquel on n'a pas encore accès, parce qu'on n'a pas développé notre compétence scientifique suffisamment pour aller observer cet espace-là depuis l'espace de la raison, de la compréhension, et qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent l'homéopathie ont accès à cet espace-là sans trop savoir pourquoi ni comment, parce que c'est très émotionnel et que ça leur permet de vivre une expérience quoi, avec cette entre guillemets thérapeutique-là, tu vois. Ouais, donc la morale de l'histoire, là, si je t'écoute, c'est qu'il faut mettre un peu de... faut remettre de la souplesse dans son jeu et laisser un peu moins de pouvoir à la croyance, alors. Oui, et à Donc, la simili-raison, tu vois. C'est hum, hum, hum. moins de... toujours rejoindre le juste milieu, dire ok, d'accord, peut-être qu'on peut accepter l'idée que pour l'instant, ce qu'on sait de l'homéopathie nous fait dire que c'est très certainement pas aussi beau que ce que ça a été présenté. Parce que ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, c'est que les dilutions infinitésimales avaient un impact parce qu'il y avait la mémoire de l'eau. Il y a de très belles explications euh, qui, en fait, ne tiennent pas la route sur le plan scientifique. Ok, bah, acceptons cette idée-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout jeter, pointer ça du doigt en disant mais vous êtes con d'y croire et dérembourser ça. Parce que ça se pose, la question se pose. Je comprends l'idée derrière de dire ok, on veut des thérapeutiques efficaces qui soient remboursées parce que ça coûte des sous aux contribuables. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi, mais en fait, il y a des gens qui veulent y avoir accès, pourquoi on les empêche d'y avoir accès? Parce que ces gens-là, ils ont plus de thunes et qu'ils achètent ça prix coûtant, tu vois. Il y aura toujours des gens à acheter de l'homéopathie. Pourquoi on l'a enlevé des thérapeutiques? Si on la considère pas comme une thérapeutique efficace, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce qu'on irait la classer, du coup, dans le bon à jeter, quoi, tu vois? Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, 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 oui. Non, mais après, je réfléchis aussi à qui finance toutes ces études, Ouais, bah oui, etc. Et on oublie que la ouais, science, très c'est juste. pas, enfin oui, enfin que c'est pas une entité omnisciente et Mhm. ouais, enfin comme tu dis quoi, une étude en double aveugle, ça va pas dire la vérité, ça va donner un résultat dans un cadre précis avec une intention de départ, mais ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut pas dire que c'est vrai non plus. Bah Ça veut oui. pas dire que c'est universel ni définitif, mais ça met un cadre. Enfin, je pense que toutes les croyances sont là pour mettre des cadres et pour nous permettre d'évoluer finalement à l'intérieur Mhm. et d'avoir des interactions à l'intérieur de ces croyances sans les laisser nous dépasser et nous bouffer. Et malheureusement, on voit que, bah, entre autres sur le plan religieux, avec tout ce qui peut se passer Mhm. dans notre monde, toutes les croyances viennent nous, nous rendre fous, parfois. Ouais. Donc, Mais moi, alors, le point que tu soulèves, il est hyper intéressant, cette notion de... moi, j'avais appelé ça vraiment l'influence socioculturelle. Donc les fameuses études, qui finance ces études? Bah, c'est des labos. C'est des labos qui veulent pouvoir faire des sous dessus. Donc typiquement, on retrouve beaucoup ça avec notre domaine à nous. Bah, on va pas aller étudier le pissenlit, quoi. Parce que c'est pas intéressant, en fait. Alors, peut-être que c'est pas efficace à hauteur d'un principe qu'on aurait isolé et qui donne plus de preuves. Parce que quoi qu'il arrive, effectivement, l'étude en double aveugle pour éliminer un maximum de biais, ça donne de très bons résultats de répétabilité. Et donc souvent sortent de ces études des données qui sont d'une valeur inestimable. Ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit en faire une vérité, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on doit en faire un dogme, en fait, surtout. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Les choses qu'on paye pour aller rechercher. Et que personne veut payer pour aller faire des recherches sur le pissenlit. Donc on aura très peu de données là-dessus. Surtout que c'est très difficile. mais pourquoi on va aller faire la recherche sur le pissenlit? Parce que notre propre croyance ou la croyance du labo et qu'il y a un intérêt à aller creuser sur le Ouais, pissenlit aussi. bah oui, Ouais. oui, Donc, complètement. en fait, non, mais tout est dans tout, c'est comme une matrioshka, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois? Ouais. Bah, Non, mais c'est le quand tu propre de la réfléchis, systémique. oui, oui, mais ça donne complètement le tournis, en fait. Enfin, Oui, tout à oui. l'heure, quand tu parlais de Newton et autres, après, enfin, je repensais aux galaxies, à l'univers et l'infiniment grand, l'infiniment petit, et que tout ça nous conditionne, tout ça a un Mm, impact sur nous, euh, qui est visible et même qui est invisible, mhm. parce que je pense qu'on a des croyances dont on n'est même pas au courant.
Ouais, bah Parce oui, que pour ouais, ouais, toi. clairement, clairement. Et mon appel là-dedans, c'est de dire allons débusquer nos croyances invisibles. Parce que donc Hmm. typiquement quand j'écoute toutes les personnes qui sont à fond de science, à fond de raisonnement, de pensée rationnelle et tout, etc. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des croyances invisibles derrière, quoi, tu vois. Je jette pas la pierre sur la démarche d'aller essayer de rationaliser, parce que je trouve ça vraiment vital et important. C'est super de faire ça. Mais est-ce qu'on pourrait le faire avec moins de dogmatisme, tu vois. Parce que c'est pas l'apanage des religions, le dogmatisme. C'est vraiment... c'est ça aussi que je défends comme idée, quoi, tu vois. En effet. Et il y a toujours, effectivement, l'image de la matrioshka est très juste. Il y a toujours, en fait, une poupée dans une poupée dans une poupée qui contient une poupée plus grande et plus petite et machin, etc. C'est en fractal, quoi. Donc tu as toujours des biais, en fait. Même quand on aura voulu, même quand on aura, euh, avec les études en double aveugle, éliminé un maximum de biais, il y en aura toujours. Typiquement, on se rend compte qu'on a fait toute notre médecine en pensant avant tout depuis un espace masculin. Donc toute la médecine qu'on connaît aujourd'hui, en fait, elle connaît bien le corps de l'homme et pas de la femme. Les AVC, c'est pas les mêmes symptômes pour un homme ou une femme. Et ça, on le découvre en fait, parce qu'on a eu ce biais culturel et qu'on l'avait pas vu. Et on l'a vu aujourd'hui. On s'en rend compte un peu plus aujourd'hui. Demain, de quoi on va se rendre compte, tu vois, en ayant fait toutes nos études en double aveugle, et on va se dire ah bah zut, c'était bien, mais en fait, c'est pas assez bien. Et ainsi de suite. Ouais, et puis sans parler après, sans rentrer dans le complotisme, mais finalement, effectivement, tu disais assez justement, hein, quand on regarde derrière qui finance, bah forcément il y a une influence. Donc ça biaise nécessairement le résultat. En bien, en mal, c'est là que le complotisme commence. On s'en fout de savoir en bien, en mal ou comment. Tu vois. En fait, juste, il y a un biais, il est là. Tu sais que cette conversation me floute complètement et me fait complètement remettre en cause toutes mes croyances. En fait, c'est ça. C'est- Et c'est ça qui est bon. Alors, c'est pas évident. On retombe sur ta question de tout à l'heure de comment on fait quand on perd ses croyances. Est-ce qu'on se ment est-ce que... En fait, il y a un passage où c'est vertigineux et brutal. Et quand on veut se départir de toutes nos croyances, on peut vraiment rentrer dans des espaces psychiques pas cool. Moi, j'ai vraiment vécu ça. Hein. Du coup, en perdre la raison, en fait. Hein. Hmm. Donc, c'est vital, en fait, d'avoir des croyances. C'est vraiment vital. Mais effectivement, est-ce qu'on pourrait trouver une souplesse pour les avoir sans s'y enfermer? C'est ça la vraie question, quoi. Juste, je mets une petite référence aussi au passage, parce que tout le long de ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'un autre, qu'une autre personne a dit mieux que moi. Je me rappelle plus exactement son rôle. Je crois, professeur-chercheur dans une université à Grenoble. Il s'appelle Richard Monvoisin. Et il a une chaîne YouTube, je crois, sur justement la zététique. Et je trouve sa position extrêmement saine, typiquement. Il y a un épisode de la dernière sur Radio Nova où il passe et où il est interviewé par l'équipe de la dernière. Je suis de gauche, voilà. Il fallait que vous le sachiez. Bref, en tout cas, ce mec-là, il passe dans cette émission-là et à un moment donné, il dit mais justement, en fait, moi, je peux plus. Il le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que j'interprète ces mots. C'est en gros, il dit mais moi, les contenus zététiques d'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on fait fausse route, quoi. Et c'est tout ce que j'ai dit tout le long de cet épisode de podcast là. Donc, si jamais vous voulez aller un peu plus loin, allez écouter cet épisode-là de la dernière avec Richard Monvoisin. Allez regarder ce que fait Richard Monvoisin. Et je trouve que c'est justement une position très saine. Et c'est un des gars, je pense que j'aurais beaucoup de plaisir à écouter pour aller nourrir mon esprit critique. L'esprit critique en soi, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est pas prôner la rationalité à tout prix, c'est aller se questionner sur ses croyances sans forcément aller les mettre au pilori à chaque fois, mais juste en prenant le temps de les questionner doucement, de manière écologique en fait. Ouais, et ouais, j'allais même dire, s'il y a certaines personnes qui ont tenu, qui nous ont écoutés jusqu'ici, on peut leur proposer un petit jeu chez elles, c'est de choisir vraiment une croyance à elles, un Ouais. truc vraiment qu'elles tiennent pour vrai, sans trop se poser de questions, en des choses très simples, et de la retourner un petit peu comme une chaussette, et puis de voir ce qu'il y a dedans, et de voir, d'analyser un petit peu ça, de voir
est-ce que c'est la croyance qui nous tient ou est-ce que c'est Ou est-ce ou que est-ce c'est que nous qui nous tenons la qui la croyance? ouais ou est-ce que c'est nous qui tenons la croyance? Ça c'est Bah, ça, c'est une très bonne question, parce que typiquement, quand on va chercher à dire à quelqu'un arrête de croire, et qu'on va essayer de le persuader, Hmm. il va pas bouger d'un iota. Hmm, 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 hmm. Est-ce que c'est parce qu'il veut pas? Je suis pas sûr, quoi, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Donc peut-être qu'il est tenu par sa croyance, et que si on lui enlève, il va s'effondrer, en fait, tout simplement, quoi. Complètement. Du Mm. coup, se pose quand même la question de la croyance qui est, comme je disais, bénéfique et qui est Mhm. un pilier sur lequel un tuteur, en fait, qui Mm. te permet d'avancer et de pas plier parce que si tu l'as plus, eh ben, tout ton monde peut s'écrouler et des fois, il y a des périodes de ta vie où tu as besoin de l'avoir, comme ça a pu être ton cas à un moment où tu as, Ouais, ouais, eu ces clairement. croyances-là. Et ça t'a aidé à traverser des... Enfin, je suis toujours dans cette perspective-là d'avancement et que ça t'aide à traverser Mm. des choses, en fait. Bah oui, oui. Ouais, et pour moi, c'est ça, arriver à déceler quand une croyance nous est utile, qu'est-ce qu'elle nous permet de beau. Hmm. Et au contraire, bah, quand il se passe quelque chose de pas cool dans nos vies, comment... En fait, la vraie question, c'est comment on fait pour se prémunir d'une dérive autour de nos croyances. Et ça, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident, on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri, Hmm, hmm, hmm. quel que soit le Essayer niveau, quoi. essayer de retirer toujours tirer le positif, quoi Mm, qu'il arrive, ce qui est pas évident. mm. Donc, Ouais. bon, mon petit gland, Avant de est-ce, partir... est-ce que tu m'as assez trituré le cerveau pour ce soir, là? Ouais, bah oui, carrément. Aïe, aïe, aïe. Mais t'as pas démérité, hein. Ouais. Ah, tu vois? Non, mais tu as beaucoup plus de références que moi. Tu as écouté plein Mais de parce que... podcasts que j'ai pas écoutés. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, c'est juste que j'ai plongé dans ce sujet-là pendant hyper longtemps. Mais en fait, voilà, quand on en discute, en fait, finalement, on retombe sur les mêmes choses, quoi. Hmm. Tu vois? Et- Faut pas en faire une montagne, quoi. Non, juste un peu. Et t'allais dire quoi? T'allais lancer un truc, là, non? Ouais, je voulais T'avais l'air... simplement... Alors, je voulais simplement, du coup, fin d'épisode, refaire quelques références. On a parlé de Méta de choc. On a parlé de Richard Monvoisin. Je vous conseille aussi l'esprit critique sur YouTube. Oui, bah, sur YouTube aussi, je crois qu'ils y sont. Sur Instagram. C'est très axé politique pour le coup. Je vous conseille d'aller écouter aussi ce qui est dit de l'esprit critique par un autre YouTuber. Mais bon, ça après, chacun fait comme il veut. Parce que bah, même quand on pense avoir de très bonnes références, il faut les questionner. Voilà, donc l'esprit critique c'est super. Et en même temps, il y a des dessous, il y a des travers. Je vous conseille aussi Horizon Gull, petite chaîne très peu connue, mais en fait qui mériterait beaucoup plus que ça d'être connue, parce que c'est énorme le travail qu'ils font. Ils appellent ça de l'activisme, donc hack comme hacker, activisme social, et donc ils vont parler de tous nos biais qu'on a dans la vie de tous les jours, de comment on perçoit le monde, de la fameuse expérience de 1000 grammes, de comment on est conditionné en fait, et comment justement en prenant conscience de nos conditionnements, on peut redevenir maître et acteur de notre pensée. Je vous conseille aussi une petite page Instagram qui est un peu au vitriol quand même, qui s'appelle Coup de grâce podcast. Pourquoi je vous la conseille? Parce que justement, elle s'en prend à l'accompagnement, quel que soit le domaine de l'accompagnement, et aux dérives qui peuvent y avoir autour, donc les abus d'influence en fait que ça peut amener, le fait d'être accompagné. Et c'est toujours sain d'avoir ces contenus-là. Pourquoi? Parce que ça vous donne des clés pour mieux comprendre comment ça peut évoluer. Il ne faut pas tomber dans l'extrême de voir le mal de partout, et puis il ne faut pas tomber dans l'extrême que cette page, par exemple, je trouve, c'est-à-dire de vraiment taper ouvertement sur absolument tout. Mais c'est intéressant quand même. Voilà. Nourrissez votre esprit critique de cette manière-là, quoi. Voilà. Et ben moi j'ai une petite citation de la fin Ah. voilà, je cite Nietzsche qui dit: il n'y a pas de faits, que des interprétations. Ah. Ciao bambino, allez, on va manger, hein. Et voilà, c'était l'ermite et le gland, des idées en pagaille et zéro ligne droite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous et venez nous dire ce que vous en pensez. Retrouvez-nous sur l'ermiteetlegland.fr ainsi que sur lesbourgeonsdelermitage.com et coeurdechaîne.fr. On se retrouve au prochain épisode. À très vite.